Une fois de plus, bonjour et merci de suivre le talk sur Vox TV. Union africaine, 60 ans de lutte pour l'indépendance du continent. Parmi les objectifs qui ont milité à sa création, promouvoir l'unité et la solidarité interafricaine, intensifier la coopération économique entre les États africains, mais l'organisation fait face aujourd'hui à de nombreux défis, parmi lesquels le conflit à l'est de la République démocratique du Congo, au Soudan, l'application de la ZLECAf et le retour des coups d'État et des coups d'État constitutionnels. Pour évoquer toutes ces questions, deux invités avec nous sur ce plateau, le professeur Grégoire Lefoba, philosophe, et Constant Ibara-Peya, politologue. Bonjour à vous deux, bienvenue. Je reviens à vous tout à l'heure, le temps pour nous de parler de la mise en place d'un traité sur la pollution plastique. C'est l'objectif du sommet sur la pollution du plastique qui a réuni 175 pays à Paris, au siège de l'UNESCO. Pour rappel, la production du plastique a doublé ces 2 dernières décennies. Le plastique qui contribue au réchauffement climatique et détruit la biodiversité. Suivez ce reportage d'Africa News. Moins de 7 jours pour avancer vers un traité visant à mettre fin à la pollution plastique. Voilà la tâche de représentants de 175 nations réunis lundi au siège de l'UNESCO à Paris. Sont également présents au débat des représentants des entreprises du secteur et des ONG. Si la production de plastique a plus que doublé en 20 ans, les ambitions des États ne convergent pas toujours. Il y a un consensus global sur l'enjeu de la pollution plastique et la volonté d'agir face à cette pollution plastique. Mais sur les mesures à prendre, on a 2 types de groupes de pays. Ceux qui vont être plutôt sur la fin de vie des plastiques, donc on va mieux collecter et recycler les plastiques. Et ceux qui vont vraiment être sur l'ensemble du cycle de vie et réduire la quantité de plastique qu'on met sur le marché pour pouvoir derrière mieux les gérer et réduire les plastiques qui sont les plus toxiques aussi pour l'environnement et pour la santé. Bien qu'il y ait des pays développés et d'autres moins développés parmi nous, nous devons tous travailler ensemble pour que ce traité fonctionne pour chacun. Toutes les parties prenantes devraient être autorisées à participer. Des groupes comme les organismes de la campagne mondiale Break Free from Plastic étaient mobilisés pour dénoncer les inégalités nord-sud. Le partage de technologies et les financements sont des enjeux majeurs. Il y a eu beaucoup de problèmes de financement pour notamment les participants des pays du Sud. Il y a beaucoup de gens qui ont dépensé énormément d'argent pour être ici, qui ont eu des gros problèmes de visa pour arriver à être ici et qui sont ici sans pouvoir accéder à ces négociations qui sont essentielles à leur survie et à la survie de la planète et des générations futures. Du plastique se retrouve au fond des océans ou encore l'estomac des oiseaux. Des microplastiques ont même été détectés dans le sang et le lait maternel. Le matériau pose aussi un problème pour son rôle dans le réchauffement climatique. Voilà, professeur Grégoire Lefoba, je me tourne vers vous. Bonjour, bonjour et bienvenue sur le plateau du Talk. La pollution, il faut trouver évidemment, mettre en place un traité pour lutter contre la pollution du plastique afin de protéger l'environnement. La protection de l'environnement aujourd'hui, on ne le dira jamais assez, qui passe par d'abord une volonté politique des États d'appliquer les accords. Oui, avant d'arriver à la question de l'implication des États, il faut rendre quand même hommage à la conscience cosmopolitique de l'humanité actuellement. C'est-à-dire que régler ces problèmes de manière consensuelle à travers les États, cela relève des études qui ont été faites au XVIIIe siècle, donner la conscience universelle à l'humanité. Ce qui a fait que nous parvenions, grâce aux études faites par Kant, de créer la Société des Nations d'abord et l'ONU ensuite. Donc, Emmanuel Kant, le philosophe. Le philosophe. Mais avant lui, 60 ans avant lui, il y a l'abbé Pierre qui avait fait une étude sur le cosmopolitisme, ce qui a fait que le commerce entre les nations, l'élimination des pirateries dans la mer. Donc, on a donné une conscience à l'humanité. Donc, c'est ça, à peu près aujourd'hui 2 siècles. Que l'humanité soit arrivée à ce niveau, c'est déjà un degré de prise de conscience universelle. Ça, c'est de 1. De 2, les plastiques, comme on l'a dit, ont une durée de vie de 4 siècles. C'est-à-dire que
les profondeurs sous-marines. Donc ça déstabilise même l'écosystème. Moi, j'avais déjà, en 2009, écrit un article sur les enjeux de l'environnement, une tribune qui a été publiée dans les dépêches, dans les traduite en anglais, au sommet de Copenhague. Donc, je crois le plus important, c'est comment l'humanité essaie de régler certains problèmes de manière groupée, parce que c'est ce qu'on appelle les problèmes globaux. Ça intéresse toute l'humanité. On ne peut pas résoudre à Ouando de pas penser à Yaoundé, parce que ça pollue toute l'atmosphère. Moi, je m'appuie sur la prise de conscience universelle de régler ce problème avec tous les États. La prise de conscience, donc la volonté politique également. C'est d'abord la volonté politique. Mais pour parler de la volonté politique, c'est la prise de conscience de l'humain sur les enjeux de l'environnement, parce que l'environnement n'a pas de frontières. Et vous avez constaté qu'il y a 2 ans, nous avons été secoués par la Covid. Donc, que les États soient nantis ou pas, les problèmes globaux intéressent la globalité de l'humanité. C'est pour cette raison, même l'Occident, qui est souvent en retard sur ces problèmes de solidarité humaine, est obligé d'être ensemble avec les pays qu'ils disent non avancés, moins avancés, non nantis. C'est parce qu'il y a notamment, vous faites allusion aux pays africains, notamment qui subissent les effets du réchauffement climatique, mais qui ne polluent. Tout le monde pense qu'il n'y a que l'Afrique, mais nous sommes même mieux logés par rapport à ces pays. Mais comme les effets produits en Chine n'ont pas les problèmes posés en Chine ont des effets sur l'ensemble de l'humanité. C'est pour cette raison que les épidémies, il y a en sciences politiques et en philosophie, il y a ce qu'on appelle les problèmes globaux. Les épidémies, ça ne s'arrête nulle part. Il n'y a pas de frontière. Or, la frontière, dans les traités de géographie produits par Kant, la frontière est naturelle. C'est quand votre langue n'est plus parlée. C'est la frontière de votre territoire avec les autres. Maintenant, pour les problèmes de l'environnement, nous sommes tous astreints à subir les mêmes effets. Maintenant, pour le réchauffement, il y a des thèses des géophysiciens, celui qui était le collègue d'Allègre, il minimise un peu ces effets parce que le 15e siècle était plus chaud qu'aujourd'hui. Donc, on peut aussi nuancer. Et de plus en plus, je veux m'arrêter là, les conclusions, par exemple, de la science sont remises en cause. Quand on a produit les plastiques, on ne savait pas qu'il y aurait des problèmes de ce genre. Donc, réchauffement climatique, c'est vrai, mais au 19e siècle, comment était le climat? Surtout, c'est avec l'arrivée de la révolution industrielle. Mais le 15e siècle n'était pas encore dans la révolution industrielle. Nous avons eu un siècle de chaleur au 15e siècle. Donc, voilà. Constant Barapeya, il faut mettre en place, surtout non seulement mettre en place un traité, mais il faut aussi la volonté pour appliquer, que les États appliquent ce traité-là pour protéger l'environnement aujourd'hui. Bon, merci. Le professeur a pointé le décor. D'ailleurs, je profite de ce micro pour lui rendre hommage parce que c'est parmi les aînés qui m'ont accompagné dans mon évolution académique et scientifique. Et débattre avec le professeur ou bien échanger avec le professeur, c'est pour moi un honneur où je reçois toujours que je nous donne. Et merci professeur. Maintenant, je reviens sur votre question. Vous avez parlé des résolutions, des recommandations qu'on adresse. Oui, ça se fait partout. Quelle sorte, dans le cadre du réchauffement climatique, il y a toujours des résolutions. Le problème le plus fondamental, c'est le respect et le respect de ces résolutions-là. Surtout que, dans le cadre de l'ONU, de l'ONU, il n'y a pas une autorité contraignante. Nous avons en face de nous des gens qui produisent et nous avons ceux qui subissent les effets. Nous prenons par exemple les plastiques. Est-ce que vous avez mené des études? L'Afrique ou bien notre pays, le Congo, produit à hauteur de combien? Quel est le pourcentage produit par le Congo? Voilà la vraie question. Maintenant, pour régler ce problème, comme le professeur a dit, ce sont des problèmes globaux qui nécessitent des solutions globales
Mais avant tout, il faudrait qu'il y ait la volonté politique. Le professeur tout à l'heure parlait de la conscience de l'humain. Mais en réalité, il y a une conscience populaire qui se développe. Parce que quand vous regardez même l'organisation de ce sommet-là, il y a en arrière-plan la société civile, les écolos qui manifestent pour contraindre ceux qui ont la décision politique de prendre cette décision. Mais le problème le plus fondamental, c'est quoi? Et c'est ça le problème de la société capitaliste dans laquelle nous nous trouvons. C'est ça le problème de la société capitaliste qui ne connaît pas une vraie régulation. Parce que ce qui intéresse la société capitaliste, c'est le gain. Et vous allez voir qu'avec le développement de la société... C'est-à-dire que ces États sont plus divisés par leurs intérêts économiques. Oui, mais par les intérêts. Je voulais développer un peu sur la société capitaliste. Par le souci de sauver la planète. Bien sûr. Pardon? Par le souci de sauver la planète. Mais le souci, nous le voyons, c'est avec la société civile, les gens qui se manifestent. Parce que j'ai mis l'accent sur la société capitaliste. Parce que cette société qui n'a que pour gain comme intérêt, on a vu comment l'homme est minimisé, est animalisé. J'allais même dire chosifié. Nous voyons aujourd'hui le trafic des humains, des organes, c'est-à-dire l'homme a perdu sa valeur avec cette société capitaliste parce que c'est le gain qui compte. Et deuxièmement, le problème s'est posé. Lorsqu'on leur dit, puisqu'il y a le changement climatique par exemple, ou bien les plastiques, la production de plastique, il faut limiter la production. Mais il pose des problèmes économiques. Puisque ce sont les industries qui en fabriquent. Si vous limitez la production, vous avez des gens qui iront au chômage. Qu'est-ce qu'il faut faire? Voilà la vraie problématique. Donc, vous pouvez prendre des résolutions. Vous pouvez proposer des solutions comme vous voulez. Tant qu'il n'y a pas une entité supérieure qui va contraindre ces États, qui dans la plupart du temps c'est les grandes puissances, ça sera difficile d'arriver à l'applicabilité. Sinon, les plus faibles qui vont subir. Vous voulez ajouter un mot? Non, juste pour insister sur ce que mon jeune frère, qui fait sa thèse de doctorat en sciences politiques, pour dire qu'il a raison d'insister sur le mode de production qui a entraîné cette rupture métabolique déjà. Dans le livre premier du Capital, Marx a tiré déjà l'attention sur la production sans tenir compte de la planification et sans tenir compte des générations futures. Aujourd'hui, on parle de l'écologie comme si c'était un nouveau mouvement. Mais non, Marx a tiré déjà la sonnette d'alarme dans le premier tome du Capital. Sur la production, il parlait de la rupture métabolique, donc l'homme et la nature. Maintenant, les résolutions dont il parle, le capitalisme, c'est la part du gain. Il faut, parce que l'ONU, ce qu'on ne sait pas, c'est un système où il y a la circulation de l'idéologie ultra-libérale. Exactement. L'ultralibéralisme suppose l'accentuation des inégalités. Ce n'est pas, même ce qu'on fait au niveau de l'ONU, c'est gentil de prendre des résolutions. C'est gentil au niveau de la conscience. Mais, comme le dit mon jeune frère, mais qui applique quoi? Combien de plastique nous produisons ici? Mais nous serons astreints aux mêmes obligations. Vous voyez, dans notre pays, souvent il faut le dire, c'était même un peu hasardeux à l'époque d'entendre on avait une journée de l'arbre à l'époque dans ce que on appelle dans l'historiographie politique moderne SASO 1, SASO 2, mais en fait c'était SASO 1. Déjà à l'époque. Mais est-ce que les Occidentaux avaient compris? C'était presque indifférent. Aujourd'hui, le problème entraîne toute l'humanité parce que quand le capitalisme s'intéresse à un problème, c'est qu'il a un intérêt. Exactement. Si ce problème-là n'intéressait que les mers, le bord des mers, en Afrique notamment, ou en Amérique latine, mais ça ne les intéresserait pas. Il faut comprendre, il faut pas vous méprendre. Le système capitaliste, c'est un système de la part du gain. Plus gagner. Quand vous gagnez plus, ça veut dire qu'il y a un qui va perdre. Mais c'est qui? C'est les pays qui sont fragiles comme les nôtres. On est obligé d'avoir les mêmes restrictions, mais personne ne tient compte
de la différence à faire. Quel est le gain que nous avons? Mais est-ce qu'aujourd'hui, les États, la dernière question, professeur, Sur puisque ce vous sujet, avez la oui. parole, oui. Est-ce qu'aujourd'hui, les États sont prêts à faire des sacrifices, notamment les États industrialisés, parce que protéger l'environnement, ça porterait un impact aussi sur l'industrialisation. Il faut freiner, peut-être. Rapidement, vous savez, le capitalisme n'a pas de morale. Alors ça, c'est un. Le seul système qui a une morale réelle, c'est le système qui fait la promotion des idées de gauche. Vous voyez, quand je prends le pays que vous connaissez le mieux, socialisme. Voilà, la France, quand les socialistes, il y a des élections, ils disent on fait monter les impôts sur les grandes fortunes, on rabaisse sur les petites fortunes. Mais le capitalisme, en règle générale, est en train de conquérir. Toutes les organisations du système des Nations Unies sont sous la coupe de l'idéologie capitaliste. À peu près l'UNESCO, mais quand l'UNESCO essaie de poser des problèmes de thèmes d'échange, qu'est-ce qui s'est passé? Par 3 fois, les États-Unis sont sortis de l'UNESCO. Là, ils viennent encore de réintégrer. C'est-à-dire qu'ils n'aiment pas la promotion de l'égalité. Exactement. Alors, si vous réglez le paradigme sans tenir compte des fondamentaux du capitalisme, vous n'allez pas comprendre les rapports internationaux. C'est les rapports des forts et des faibles. Merci, Pot de terre contre pot de fer, comme le dit le professeur Rubenga tout un le dernier temps. mot, peut-être Oui. ou encore en passe. Oui, je suis d'avis avec le professeur, parce que derrière tout ça, il faut regarder aussi l'idéologie dominante, qui est l'idéologie, le système capitaliste. C'est un système déréglé. Et nos chefs d'État devraient prendre conscience. Et il ne faut pas aussi suivre à l'aveuglette, parce que ceux qui polluent ne veulent pas faire des concessions. Comment voulez-vous que nous fassions des concessions? Vous savez, il y a eu beaucoup de sommets, par exemple, la lutte pour le réchauffement climatique. Il y a eu des résolutions, mais le nœud, c'était quoi? Les pays les plus pollueurs devaient financer les États les moins pollueurs. Où en sommes-nous aujourd'hui? Pour la péréquation. Voilà. A-t-on obtenu ce financement? Ils partent de sommet en sommet, parce que les relations internationales, c'est la scène, nous en sciences politiques, nous appelons ça la scène internationale. C'est-à-dire, c'est le plus fort qui mange le plus faible. Et lorsque vous êtes faible dans cet environnement, vous devrez développer des stratégies de survie. Vous allez voir, lorsqu'ils continuent à polluer, à produire à grande échelle, on nous demande de ne pas couper de bois, de ne pas faire ceci. C'est-à-dire de ne pas nous développer. C'est ça l'enjeu. C'est ça parce que les autres ont fait de nous une société de consommation. Il faut comprendre ça. Les autres ont fait de nous une société de consommation. Et nous sommes assignés. Et lorsque les chefs d'État ont accepté cette concession-là, que les plus grands pollueurs puissent financer les moins pollueurs. Avant nous poser le problème de développement chez nous, avant nous poser le problème d'emploi, puisque aucun État ne peut se développer avec la fonction publique. Donc, pour se développer, il faut industrialiser. C'est-à-dire, vous devez faire de l'agriculture, mais c'est pas l'agriculture de consommation. Industrialiser qui signifie polluer. Mais bien sûr! Bien sûr, mais pourquoi donc on doit nous dire de conserver nos forêts? Merci. Et que là-bas, ils continuent à produire, et puis on nous donne 500, et les chefs d'État courent. C'est sûr, pas là que je suis pas d'accord. Merci, Constant Ebara Peya.